Dans le Scientific Day précédent sur le sujet, la partie 1, il y a un résultat qui m'a marqué. Un résultat que je trouve plus important, plus intéressant que les autres. Gardez bien le en tête, mais les athlètes d'endurance n'ont pas une santé bucco-dentaire dégradée par rapport aux personnes non sportives. Ils et elles sont à risque, c'est sûr, à cause de différentes altérations dans la bouche que l'effort lui-même induit, comme la diminution de la quantité de salive. Ils sont également à risque à cause des glucides ingérés régulièrement qui favorisent le développement de bactéries. Et pourtant, quand on regarde la prévalence de problèmes bucco-dentaires chez des athlètes d'endurance versus dans la population générale, il n'y a pas de différence. Et encore mieux, malgré tout ce que je viens de vous dire, on peut améliorer la santé bucco-dentaire des athlètes d'endurance malgré leur consommation de sucre répété, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors bref, tout ça c'est génial, mais du coup moi j'aimerais mieux comprendre le pourquoi et le comment. C'est super de savoir qu'on peut moduler le risque avec, entre guillemets, de bons comportements, comme les papiers conclus à chaque fois. C'est super de savoir qu'on peut facilement faire contrepoids dans la balance. Mais comment précisément ? C'est quoi ces bons comportements ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait consensus dans la littérature ? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est demain, qu'est-ce que je change dans mon quotidien pour encore mieux prévenir les problèmes bucco-dentaires ? Demain, est-ce que je dois changer quelque chose dans mes produits ou mon alimentation à l'effort pour encore diminuer le risque ? Et pour répondre à tout ça, je me suis tourné vers Anne-Charlotte Bas. Anne-Charlotte, elle a plein de casquettes. Elle est maître de conférence à l'université de Rouen, Normandie, et elle est praticienne hospitalière en odontologie, c'est-à-dire en chirurgie dentaire. Mais surtout, ma casquette préférée de Anne-Charlotte, elle est autrice de plusieurs études que je vous ai citées dans la partie 1, menées justement sur des trailers et des traileuses. Donc elle est bien au fait des questions qui nous intéressent ici. J'ai eu la chance de pouvoir prendre un moment pour discuter avec elle et en fait me rendre compte qu'il suffit de 2 méthodes simples pour considérablement diminuer les risques de problèmes bucco-dentaires. Juste 2 méthodes. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je vous propose d'écouter Anne-Charlotte Bas nous parler de la santé bucco-dentaire des trailers. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 3 du podcast. Suunto, c'est les montres et les écouteurs que j'utilise depuis 2 ans et la marque fête en ce moment ses 90 ans. À cette occasion, ils ont sorti la Suunto Vertical 2 dans un coloris inédit avec un bracelet inédit, une watch face anniversaire et surtout un coffret collector qui retrace l'histoire de la marque avec à l'intérieur une édition limitée de leur fameuse boussole liquide inventée en 1936. Vous pouvez découvrir ce coffret collector avec le lien présent en description où vous trouverez également un code promo valable chez Suunto. Et maintenant, place à mon échange avec Anne-Charlotte. Salut Anne-Charlotte, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et merci de s'intéresser au sujet de la santé orale pour les sportifs. Écoute, merci à toi de m'accorder du temps. Je suis vraiment très très content de te recevoir parce que quand j'ai commencé cette revue de littérature sur le sujet, je suis tombé sur plusieurs papiers de toi et de ton équipe. Si je dis pas de bêtises, c'est des papiers que tu as rédigés pendant ton doctorat ? Non, c'est des papiers que j'ai commencé... Non, carrément, j'avais soutenu mon doctorat depuis quelques années en fait. Par contre, ce sont des papiers que j'écris avec des étudiants que j'encadre. Et du coup, ces papiers étaient quand même, que j'ai cités dans la partie 1, étaient quand même très liés au trail, à l'ultra-trail, au sport d'endurance. Et je me suis dit que du coup, j'avais trouvé l'invité idéal pour cette partie-là. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te pose toutes les questions qui me sont venues en tête en préparant la partie 1, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices qui éventuellement te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Anne-Charlotte Bas. Je suis enseignant-chercheur et praticien hospitalier en odontologie. Ça veut dire que je suis une dentiste qui enseigne, qui soigne et qui fait de la recherche sur des questions de santé publique en odontologie, donc des questions de santé publique sur les dents et la bouche. Je te propose qu'on commence par ça. Tu viens de dire que tu travaillais sur la santé des dents, de la bouche, ce qu'on appelle la santé bucco-dentaire, si je peux utiliser ce terme un peu plus médical et précis. Est-ce que tu peux nous dire, toi, là, de suite, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu la base, la définition. Qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle quand on parle de la santé bucco-dentaire ? C'est un renvoi à quoi ? Alors, la santé bucco-dentaire, c'est la santé de toute la bouche et souvent, ce à quoi on pense en premier, bien sûr, dans la bouche, ce sont les dents. Mais les chirurgiens dentistes, ils doivent prendre soin de
tout ce qu'il y a dans la cavité orale, c'est-à-dire les dents, mais aussi ce qu'il y a autour et ce qui permet de les soutenir. Et donc, il y a les dents et aussi le parodonte, c'est-à-dire tous les tissus qui permettent le soutien de la dent. Puis, il y a bien sûr les autres muqueuses. Et le parodonte, c'est assez important pour le sportif. C'est pour ça que j'en parle, que j'insiste dessus, parce que c'est tous les tissus de soutien de la dent. Et quand la gencive et puis l'os qui est en dessous et dans lesquels les dents sont solidement attachées, eh bien, si cette gencive et cet os sont attaqués, on augmente le risque de perte des dents. Et donc, ce sont des tissus très importants. Quand j'ai fait la première partie de l'épisode, il y a un sujet sur lequel je me suis pas trop étendu, mais j'ai cru le voir émerger comme dans la littérature, c'est le sujet du microbiote oral. Est-ce que ça, c'est un sujet qui rentre dans la grande case de la santé bucco-dentaire? Est-ce que c'est encore annexe? Est-ce que c'est quelque chose qui va déterminer la santé bucco-dentaire? Donc, en fait, c'est intrinsèquement lié? Alors, c'est super important le microbiote oral parce que c'est comme pour la peau et comme pour d'autres muqueuses, c'est l'ensemble des bactéries qui sont présentes dans votre bouche au quotidien. Et donc, il y a des bactéries comme ça qui vont y être présentes dans le quotidien et qui vont permettre que les choses fonctionnent, qui vont pas se développer et devenir pathogènes, donc participer au développement des maladies. Mais il y a aussi parfois des pertes d'équilibre dans ces bactéries qui sont tranquillement à la maison. Et donc, si il y en a qui deviennent trop nombreuses par rapport aux autres, ou s'il y a des nouvelles qui viennent prendre un peu la place, on va avoir un déséquilibre et qui va aller en faveur notamment du développement de lésions carieuses. Dans le développement des lésions carieuses, que tout le monde appelle des caries, eh bien, on se retrouve avec des bactéries qui sont pour le développement des caries. Et donc, là, on va être dans un déséquilibre qui va provoquer les caries et qui va nécessiter de consulter un dentiste. C'est intéressant ce que tu dis là. Tu parles vraiment des caries. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, quand on parle de santé bucco-dentaire, c'est quand même le thème numéro 1 qui vient à l'esprit, les caries, et la maladie numéro 1 qui vient à l'esprit, les caries. Tu l'as dit en amont, il n'y a pas que les caries, puisque les caries, c'est une atteinte de la dent, c'est pas une atteinte parodontale, si je dis pas de bêtises. Tu me corrigeras, mais je crois que je te vois au jet de la tête, donc c'est que j'ai bien lu les études sur le sujet. Est-ce que les caries, c'est l'atteinte que tu retrouves ou qu'on retrouve dans la littérature le plus souvent chez les sportifs d'endurance? Ou est-ce que c'est pas forcément l'atteinte numéro 1 qu'on retrouve dans cette population-là? Alors, on a des difficultés pour savoir exactement quelles sont les pathologies que représentent le plus les coureurs en particulier, parce que les travaux qu'on a faits et publiés, c'est du déclaratif. Et donc, du coup, c'est difficile pour tout un chacun de bien identifier quels sont ces problèmes bucco-dentaires spécifiques. Mais on sait que la carie dentaire, c'est une des pathologies les plus répandues au monde. Et donc, oui, c'est un problème pour toutes les populations, puisque c'est un problème de population générale. Ensuite, on réfléchit aux expositions spécifiques du coureur, et là, en l'occurrence du coureur d'ultra-endurance. Et il y a des expositions spécifiques au risque carieux, en raison des apports sucrés répétés et du fait que et ces apports ils sont pris dans des temps où on ne peut pas faire de brossage, ou alors c'est compliqué de mettre en place des brossages à la suite de la prise sucrée. Et puis parce qu'on est dans des situations où, quand on court, on a une diminution de la production de salive. La production de salive, elle est protectrice. Et justement, dans la salive, il y a beaucoup d'éléments qui sont là pour protéger les dents. Et donc, quand on est dans une situation où on salive très peu, où on prend du sucre et où on ne se brosse pas les dents derrière, forcément, je veux dire, sans avoir à faire des dépistages, on sait que le risque carieux, en tout cas l'exposition, elle est accrue. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet, d'ailleurs.
C'est à cause du fait qu'on a tellement de red flags vis-à-vis de la carie qu'on s'est posé la question de faire ces études qui nous ont amenés à nous rencontrer. C'est parce que l'exposition est particulièrement importante. Et il me semble par contre que c'est peut-être la première question que je voudrais te poser pour commencer à zoomer sur les études que toi tu as menées. Il me semble que malgré cette exposition et ce croisement de facteurs qui augmentent le risque de carie, il me semble que de manière déclarative, les personnes que vous avez interrogées rapportaient pas spécialement plus de problématiques. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça colle à... Non, c'est exactement ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu un article, mais 2. Parce que d'abord, on a voulu regarder s'il y avait un problème et ensuite essayer de comprendre avec les données qu'on avait pourquoi il n'y en avait pas. D'accord, parce que vous n'avez pas trouvé d'augmentation de carie chez cette population, alors que pourtant, il y a plein de facteurs qui croisent, qui laissent entendre qu'il devrait y en avoir. Exactement. Ok, je pense qu'on va avoir le temps d'y revenir par la suite, mais il y a quelque chose que tu as dit qui m'intéresse beaucoup et qui est peut-être la première chose qui m'a interpellé quand j'ai lu la littérature, c'est le rôle de la salive. Alors, je t'avoue que moi, en tant que néophyte du sujet, puisque j'avais jamais rien lu sur la thématique, j'étais presque surpris de voir que la salive, elle avait autant de rôle protecteur, qu'elle avait une telle importance et qu'elle était diminuée. Bon, ça, en tant que pratiquant, je pense que je l'avais en tête, qu'on a globalement la bouche sèche, on va dire, sur des épreuves qui durent. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui nous écoutent, rappeler en fait à quoi elle sert vraiment cette salive? Et tu l'as mentionné qu'elle pouvait avoir un rôle protecteur. Qu'est-ce que c'est que ce rôle protecteur de sa part? Alors oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs glandes dans la cavité orale qui produisent de la salive. Et elles produisent chacun des éléments différents de la salive. Donc, chacun a son petit boulot et chacun va contribuer à la composition globale de la salive. Elles vont chacune, du coup, envoyer un petit peu de salive en continu dans la bouche. Et puis, certaines vont apporter des éléments différents. Et donc, la salive, elle va d'abord faire cette chose qui est tellement importante pour nous, c'est-à-dire de lubrifier cet organe qui est la bouche. Et donc, la lubrification, c'est déjà un point super important. Parce que la lubrification, ça va permettre de garder le milieu humide. Et donc, ça, c'est important pour la constitution du microbiote. Et puis, ça va permettre aussi d'accompagner les mouvements et notamment la mastication. Parce que ça va permettre donc tous ces mouvements qui vont permettre, sans le brossage déjà, qu'il y ait des choses qui bougent dans la bouche et que comme ça, les aliments ils vont aller se tasser un petit peu dans des endroits spécifiques qui sont là, on les nettoiera ensuite avec notre brosse à dents. Et donc, la lubrification, c'est déjà la première chose que tu as fait. Et c'est aussi ce qui fait le confort de la bouche. Parce que, par exemple, on va avoir des patients qui pourraient être irradiés et qui, du coup, vont avoir les glandes salivaires qui sont moins efficaces et qui vont vivre cette déshydratation de la bouche qui est vraiment très, très inconfortable. Donc, la première chose que fait la salive, c'est la lubrification. Et c'est vraiment très important. C'est ce qui va faire que on a un petit peu de confort. Ensuite, dans la salive, va y avoir des éléments protecteurs qui vont se positionner au niveau des dents et qui vont aider l'émail à se renforcer. Donc ça, c'est un point aussi également important. Ça va participer au bouclier de l'émail qui est la partie extérieure de la dent. Donc, il y a des petits éléments qui constituent la salive qui vont se positionner au niveau de la dent pour renforcer l'émail. Et puis, enfin, il y a toutes ces petites bactéries qui vont permettre de laisser vivre certains groupes de bactéries et pas d'autres. Et donc, ça a une importance particulière pour la flore commensale, c'est-à-dire la flore qui est de facto, qui fait partie de vos caractéristiques individuelles, qui fait que personne n'aura exactement la même flore bactérienne dans sa bouche. Comme je l'ai dit dans ma question, quand on court, surtout les longues distances, on a une réduction du débit salivaire.
Ça, en tout cas, c'est montré. On a la bouche sèche, hein, vulgairement. Je pense que c'est un des marqueurs qui nous permet de savoir qu'on a moins de salive. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains aliments peuvent devenir difficiles à ingérer, je trouve, dans le temps. C'est parce qu'on a la bouche sèche et typiquement manger quelque chose de solide, ça peut être compliqué. Est-ce que déjà, au vu du rôle super important de la salive que tu viens de décrire, est-ce qu'il y a déjà une possibilité pour limiter cet assèchement de la bouche? Est-ce que simplement s'hydrater, en fait, c'est la meilleure stratégie pour maintenir une bouche hydratée? Ou est-ce que dans son hydratation, c'est pas pareil que la salive? C'est pas la même chose parce qu'en fait, la salive, c'est notre corps. Je vous le dis, il y a plusieurs glandes différentes et par exemple sous la langue, à côté de la langue, sur la parotide. Parfois, on voit là en dessous de l'angle, en dessous de la jawline, c'est la parotide qui fait beaucoup pour la salive. Il y a vraiment un grand nombre de glandes différentes qui vont apporter des éléments différents à la salive. La salive, c'est un peu une potion magique pour la bouche. Donc, c'est pas comme l'eau. L'eau, ça apporte pas du tout tous ces éléments-là. Par contre, l'eau, ça peut être intéressant et parce que ça va faire quelque chose qui rentre dans la bouche. Et en fait, la salive, la salivation, elle va se déclencher quand il va y avoir des stimuli. Et donc, par exemple, la salive, elle se déclenche quand on mâche. Donc, quand on va avoir des mouvements particuliers de la bouche, et en particulier la mastication, ça va provoquer de la salivation. C'est une des raisons, par exemple, pourquoi les dentistes peuvent vous conseiller de prendre des chewing-gums, parce que la mastication du chewing-gum va provoquer une salivation, et donc va provoquer cette fabrication de petits boucliers pour les dents. En plus, la mastication par ailleurs, ça crée des mouvements de la bouche, des joues qui vont permettre de faire des espèces d'auto-balaiement des dents. Donc l'eau, ça apporte pas du tout la même chose que la salivation, mais par contre, ça peut participer à la provoquer. Donc ça, c'est intéressant. Faut voir aussi que quand on fait un effort physique important et notamment prolongé, et à la baisse de la salivation, c'est bien sûr parce que le corps il est occupé à faire d'autres choses, hein. Et aussi on va avoir un déséquilibre dans les différentes glandes qui sont dans le processus de salivation, et donc on va avoir une baisse du pH, enfin une augmentation de l'acidité dans la bouche qui va aller dans le sens d'être cariogène, c'est-à-dire d'augmenter le risque de carie. Ça veut dire ça, cariogène, c'est un mot qui fait un peu compliqué, mais et donc l'hyposalivation, elle est cariogène parce que ça enlève le protecteur, mais l'hyposalivation, elle est aussi la production d'une salive un peu altérée et ainsi l'augmentation de l'acidité qui encourage pas les gentilles bactéries de la bouche, pas les bactéries qui sont hyper sympas. Et ça s'aggrave aussi à cause que vous connaissez en tant que sportif, à cause de l'augmentation de l'acidité de l'estomac et notamment de la présence de reflux quand on court en ultra-endurance. Alors du coup, ça c'est quand même un sujet sur lequel j'ai pas mal de questions par la suite. Donc on va en discuter, ça c'est sûr. Je voudrais juste te poser une dernière question sur la salive avant de passer peut-être sur l'acidité, le pH, etc. Je crois comprendre de ce que tu viens de dire qu'il peut y avoir certaines petites stratégies pour peut-être remettre un peu en marche cette production de salive. Est-ce que, par exemple, dans sa stratégie nutritionnelle, à l'effort, intégrer de temps en temps des éléments solides qui vont nous forcer à mâcher, ça peut être une stratégie. Est-ce que de temps en temps intégrer des chewing-gums, pourquoi pas, sur un effort d'ultra-endurance, ça peut être une stratégie également de mâchouiller un chewing-gum pendant quelques temps pour aider la salive à revenir? Alors oui, oui, ça peut l'être. Mais après, il faut faire attention parce que il y a aussi ce que j'ai pas évoqué, c'est que dans la salive, il y a la salive, c'est le premier élément chimique qui commence la destruction alimentaire aussi. Donc ça accompagne la prise du bol alimentaire et qui va ensuite se décomposer dans l'estomac. Ça, c'était juste parce que je l'avais oublié. C'est important quand même de savoir ce rôle-là qui est important, hein, de la salive, des débuts de décomposition alimentaire. Les prises solides, c'est clairement important pour la salivation
et pour d'autres questions de gestion du risque cardio qu'on va voir ensemble tout à l'heure, enfin probablement. Donc clairement, la prise de nourriture solide, c'est vraiment important. Par contre, pour le chewing-gum, moi, juste là, à ma gauche, il y a un énorme paquet de chewing-gum, hein. Je suis une grosse consommatrice de chewing-gum en tant que dentiste. Mais il faut faire attention à la consommation de chewing-gum, parce que la consommation de chewing-gum, bah, du coup, c'est entendu par le corps comme une prise alimentaire. Et donc, ainsi, ça va activer votre estomac et notamment la production de suc gastrique. Alors, moi, je ne suis pas gastro-entérologue, hein, clairement, mais je ne voudrais pas trop inciter, sachant que je n'ai pas de maîtrise du risque de l'augmentation du suc gastrique. Donc, il y a quand même un risque derrière les chewing-gums. Moi, je suis une énorme consommatrice de chewing-gums et je conseille les chewing-gums pour les gens qui, en effet, ont des difficultés à se brosser les dents après chaque prise alimentaire, hein. C'est, par exemple, les gens qui je suis désolée, hein, mais les gens qui grignotent, ils vont avoir du mal à prendre le réflexe. Et d'ailleurs, c'est pas possible, hein, de se brosser les dents toutes les 20 minutes. Par contre, il y a des gens qui grignotent, on leur conseille les chewing-gums, mais il faut pas que ça aille dans un extrême qui fasse que ça remette en question la santé de l'estomac et de l'œsophage. Alors du coup, j'ai peut-être mal posé ma question, je suis désolé, j'y pensais bien à l'effort et pas dans le quotidien. Mais tu vois, typiquement, l'idée que j'avais en tête, c'est sur les ultra d'ultra-endurance. Vous l'avez peut-être vu dans vos études, il y a régulièrement des consommations de caféine. Parce que ça peut être intéressant. La caféine, on peut la prendre de plein de formes différentes. Et je me disais, peut-être plutôt que le prendre en gel, on peut peut-être le prendre en chewing-gum. Ça fait en plus resaliver un petit coup. Et la caféine, ça va être qu'une seule fois sur un ultra ou deux. Enfin, c'était plutôt ça ma réflexion et pas trop dans le quotidien. C'est intéressante. C'est aussi pour ça que c'est chouette de pouvoir en parler. Ouais. Là, comme ça, je vois pas de contre-indication, franchement. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu as dit sur le quotidien, sur les chewing-gums qui activent, par exemple, la production de sucre gastrique. Et je suis également un gros consommateur de chewing-gum, mais peut-être qu'effectivement, il faut peut-être réduire un peu la consommation. En tout cas, je l'ai entendu, ce que tu viens de dire. Ouais, je pense que si vous êtes sujet au reflux, faut peut-être se limiter. Mais bon, ça a une vraie utilité, quoi. Et puis, ça permet vraiment l'auto-nettoyage. C'est avec beaucoup de mouvements de mastication comme ça. Je te propose qu'on passe à l'autre partie, enfin l'autre petit élément qui a commencé à être évoqué dans nos discussions précédentes, le pH. On l'a dit tu as dit qu'il y avait une acidification de la bouche pendant l'effort. D'une part parce que la salive diminue et je crois savoir également que les produits sucrés qu'on va manger à l'effort, typiquement les gels, les boissons isotoniques, elles ont généralement un pH élevé. Est-ce que tu confirmes là déjà ce que je viens de dire sur ces deux éléments? En fait, il y a un truc en plus, c'est que du coup, diminution, on est en hypocyalie, donc diminution de la salive, insuffisance de salive, et puis une diminution de la qualité de la salive. Par contre, les aliments qu'on mange, ça va dépendre desquels, parce qu'il y a quand même pas mal d'aliments différents que le sportif prend au cours de son effort. Et le sucre, c'est plutôt... souvent, les apports sucrés, ils sont souvent plutôt acides que basiques. Ça va augmenter les risques d'attaque. Parce qu'il y a un truc important, c'est que donc, la partie qu'on voit des dents, que vous voyez, qui est blanche, un peu jaunâtre, elle, ce qu'on voit, si c'est encore blanc, c'est de l'émail. Donc l'émail, c'est le méga bouclier de la dent. C'est très très solide, mais c'est sujet à des déminéralisations. Et quand on va être dans une situation où il est en milieu acide, et pire, en milieu acide prolongé, eh bien on va avoir des déminéralisations de cet émail. Et donc, comme une maison, si elle reçoit des attaques acides, la partie extérieure, elle s'abîme et
la couche externe, même si on est dans du micro, et elle devient poreuse et elle est très sujette aux attaques. Et donc, du coup, un milieu en hypocyalie avec une salive de mauvaise qualité, voire acide, et avec des attaques acides, là, non seulement cette partie vraiment extérieure, elle est en train de se détériorer. Et là, les bactéries cariogènes, elles se collent dans le trou et elles grandissent le trou. Et c'est important de voir qu'en fait, c'est deux phénomènes conjoints. Parce qu'on a cette attaque de la minéralisation de l'émail, de la couche externe, et on a les deux, quoi. Que à la fois, il y a des bactéries qui font le siège, et puis là, il y a un trou dans le château fort, quoi. Et donc, c'est deux trucs différents. Et c'est important parce que le phénomène du trou dans le château fort, c'est l'érosion. Et les sportifs d'ultra-endurance, ils sont très sujets à l'érosion dentaire. C'est une attaque chimique, ça, en fait. C'est pas une attaque bactérienne, c'est une attaque chimique. Si tu as les deux en même temps, ça va faire des caries, mais tu peux avoir aussi juste l'attaque chimique qui va provoquer un lissage, voire un creusement des dents. Et ça, c'est assez important parce que j'en viens à un conseil d'amis, un conseil professionnel, n'utilisez pas de brosse à dents dure. Parce que si vous êtes sujet à l'érosion, la brosse à dents dure, elle va détruire l'émail. Ça me fait marrer parce que mon dentiste m'avait dit vous utilisez quoi comme brosse à dents, moyenne ou dure? J'avais dit souple. Il m'avait dit ok, bonne réponse. Donc ça m'avait fait marrer. Alors, j'adore ta métaphore parce que je pense qu'elle est super imagée pour les auditeurs et auditrices. Ta métaphore de le château fort est attaqué. Le château fort, c'est la dent avec son émail. Et donc, il y a à quel point est-ce que la dent est protégée, le château fort est protégé, et à quel point est-ce que l'attaque est virulente, donc les bactéries, etc. Et du coup, je te propose juste, j'ai 2-3 questions sur ces deux éléments-là de la chose. Premièrement, l'attaque du château fort, donc à quel point les bactéries sont virulentes, etc. Est-ce que ça va dépendre des aliments, ou est-ce que c'est juste la barrière, le château fort lui-même, qui va dépendre, par exemple, des quantités de glucides consommées? Les bactéries, elles adorent le sucre. C'est ça qui les rend super fortes. Et donc, plus vous allez manger de sucre, plus l'attaque, elle sera importante. Après, il faut qu'elles se sentent bien chez elles, en fait. Les bactéries, il faut qu'elles se sentent bien. Et pour qu'elles se sentent bien, il faut qu'il y ait pas trop de bactéries protectrices. Faut qu'elles aient beaucoup de potes et qu'elles mangent beaucoup. Et elles adorent le sucre. Et comme on dit, moi, je me souviens très bien en 2e année, quand je suis arrivée en dentaire, que je connaissais rien, j'ai une prof qui m'a dit sans bactéries, pas de caries. Et du coup, les bactéries, par contre, elles peuvent faire des attaques quand elles sont nombreuses et quand elles ont bien mangé. Et donc, sans sucre, les bactéries ne sont pas nombreuses, elles ne mangent pas bien et elles ne seront pas actives, elles ne seront pas suffisantes pour casser l'équilibre d'une gentille flore où tout le monde s'entend encore bien et que tout le monde reste à sa place. Si elles mangent trop, elles vont prendre trop de place et là, elles vont s'attaquer. Et du coup, j'imagine que ce que tu viens de dire là, le lien, il est évident. Au plus la consommation de sucre sera élevée, au plus on va nourrir ces bactéries qui vont, en tout cas, en plus, on va favoriser leur prolifération et leur force, entre guillemets. OK. Alors, typiquement, quand les personnes qui ont entendu mon podcast, ils l'ont entendu plein de fois. Moi, en tout cas, je me base plutôt sur la littérature et ils savent que je parle des recommandations des sociétés savantes qui parlent plutôt d'énergie et pas de la santé bucco-dentaire. Et dans ce contexte-là, on peut avoir des recommandations qui vont jusqu'à 80 grammes de glucides par heure, 90 grammes par heure. J'imagine que là, on n'a pas trop de preuves sur à quel point est-ce que ces consommations spécifiques-là, ces dosages-là sont à risque. Est-ce que c'est au-delà? Est-ce que là, on est encore dans une zone raisonnable et c'est, par exemple, ce qu'on voit un peu de contemporain sur les réseaux sociaux, typiquement des 150, 200 grammes par heure dans le très haut niveau? En fait, moi, ça ne travaille pas énormément que vous mangez du sucre. Enfin, je dis vous parce qu'en fait, depuis que j'ai des enfants, je cours plus. Mais quand j'ai lancé les premières études, je courais énormément. Mais en fait, ça ne travaille pas que vous preniez du sucre. En fait, c'est super important. La course à pied, pour beaucoup, c'est un mode de vie.
Et clairement, il y a pas de dentiste intelligent qui vont vous empêcher de vivre votre mode de vie, en fait. Juste, il faut pouvoir réussir à limiter les risques et on en reparlera, mais les études ont montré que les gens, ils y arrivent assez bien quand même. Moi, ce qui me préoccupe, c'est, les apports sucrés répétés et donc là, on sait que dans le mode de vie du runner, les apports sucrés, ils sont répétés et c'est comme ça. Maintenant, une fois qu'on a ça qui est bien posé, c'est comment se protéger des risques que ça peut entraîner. Et donc, du coup, en fait, il faut en avoir conscience. Et avoir conscience du risque, c'est une énorme partie du chemin qui est fait. Vous voyez hein, les photos de Courtney Dollwater qui se brosse les dents après les prises. Elle, nous, c'est notre héroïne, quoi. Enfin, par ailleurs, d'ailleurs, mais enfin, sur plusieurs plans, mais ça, on adore, quoi. Et donc, la prise de conscience du risque, elle est importante et elle est là. Normalement, quand on accepte qu'un patient, il nous dit, oui, j'ai un problème, je grignote ou je dois faire beaucoup de prises alimentaires successives. Par exemple, les femmes enceintes, on leur demande, quand elles ont des nausées, on leur demande de fractionner leurs prises alimentaires. Pour moi, c'était une hérésie quand on m'a sorti ça. Madame Barr, il va falloir que vous grignotiez. Mais il faut mettre en place des choses derrière pour se protéger. Et donc, par exemple, moi, je suis une grosse consommatrice de chewing-gum. Mais bon, pour les femmes enceintes, ça marche pas parce que si t'as du reflux, tu vas pas te mettre ta brosse à mâchonner toute la journée. Mais ce qu'il faut, c'est se brosser les dents normalement après ou mettre en place une technique d'hygiène orale après ces prises ces prises alimentaires répétées. Donc oui, il faut, si vous voulez courir, que vous voulez être efficace, oui, il va falloir prendre beaucoup de sucre. Faut juste essayer de réfléchir, soit avoir super conscience du risque et quand vous rentrez chez vous déjà, rien que ça, hein, vous avez fait votre sortie pour vous brosser les dents. Parce que toutes vos sorties, elles font pas 2 jours. En tout cas, je le recommande pas. Toutes vos sorties de plus d'1 heure où vous avez pris du sucre, un sucre ou 2 pendant la sortie, on se brosse les dents. Sous la douche, on va prendre sa douche, j'espère aussi, et puis on se brosse les dents parce qu'en fait, on se rend compte que en fait, il y a pas que nos aisselles qui sont crado là. Et ça, c'est la première chose pour le quotidien déjà. On se brosse les dents après ses sorties, ça c'est important. Et puis, dans les courses, si vous faites vraiment beaucoup de courses, si c'est vos 2 courses annuelles, ça va. C'est pas en 2 courses annuelles que vous allez vous détruire toutes les dents, hein. Par contre, si vous faites beaucoup plus de courses que 2, peut-être, comme cette coureuse, vous pouvez partir avec votre brosse à dents. Les brosses à dents, elles sont pas très lourdes, hein. Et puis, en plus, il en existe des miniatures, hein. Je veux dire, des mini brosses à dents de voyage qui rentrent dans un petit truc comme ça. Je veux dire, ça existe. Donc, si jamais on est vraiment dans une démarche d'optimisation de poids, on peut même aller chercher ce type de choses-là. Et puisqu'on parle optimisation du poids, c'est le meilleur moment pour vous parler d'un partenaire de la saison 3 du podcast qui excelle dans la création de matériel performant et léger, Compressport. Compressport, c'est cet acteur de l'outdoor qui a mis au centre de ses réflexions l'optimisation de la performance pour tous les athlètes, de ceux qui cherchent à gagner leur course jusqu'à ceux qui se donnent à fond pour échapper aux barrières horaires. Parce qu'au final, c'est juste ça, la performance, je crois. Faire demain mieux qu'on faisait hier. Et pour évaluer nos progrès, les courses et tous les processus qui les accompagnent pour être au meilleur de sa forme le jour J, sont pour moi une méthode efficace. J'adore ces lignes de départ qui marquent une étape ou la fin d'un entraînement, l'aboutissement d'un cycle. Et du coup, j'ai envie de vous parler maintenant de mes produits préférés en course, ceux que j'emmène à chaque fois. Quand je suis sur une ligne de départ, mon race kit, il est presque toujours composé de la même chose, à savoir un t-shirt manche courte on-off blanc, depuis peu, le Cuissard Under Control Short version trail, dont je vous ai réalisé le test sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, un Ice Bob blanc pour se protéger de la chaleur, une Freebelt Pro pour porter les bâtons et d'autres pièces du matériel, une paire de chaussettes Pro Racing Socks Trail V4, et évidemment un sac Under Control Evopack 10.
Ces 6 produits, c'est l'essentiel de mon matériel de course. Pour les découvrir, vous pouvez utiliser le lien présent en description où vous trouverez également un code promo réservé aux auditeurs de Courir Mieux. Et maintenant, je vous propose de revenir à mon échange avec Anne-Charlotte. Mais c'est assez important quand même qu'on mette ça aussi en évidence. C'est pas en 2 courses annuelles, même si c'est 3 jours, que ça va chambouler votre état de santé. C'est au long cours que il faut faire attention à ses dents. Alors déjà j'adore ta réponse, je la trouve très raisonnée et en fait, ça fait là le sujet qu'on a sur les dents, ça doit être peut-être le 3e ou 4e épisode que j'ai sur des aspects très santé liés à la consommation de glucides. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est le message de tout le monde, c'est pas parce que tu fais ça à ton entraînement ou en course que tu vas avoir des problèmes de santé. Et donc là, on arrive avec globalement un message qui est très similaire sur la santé bucco-dentaire. Tu as soulevé 2 moments où on peut faire attention à ses dents. En tout cas, des stratégies différentes entre juste après l'effort, au quotidien, enfin, on pourrait même dire 3 moments, juste après l'effort, au quotidien de manière générale et pendant la course. Je me permets juste d'avoir 2-3 questions ciblées par rapport à ces moments-là, parce que je pense que c'est comme tu l'as dit, hein, on va pas arrêter de manger les sucres. Pour reprendre tes mots, on va pas arrêter de manger les sucres à l'effort. Par contre, on peut mettre en place des choses intelligentes pour limiter les risques. Première chose, du coup, à l'effort. Si on parle vraiment pendant une course très longue qui va durer 2-3 jours, tu l'as dit, brossage de dents, ça peut être une idée à des ravitaux. Peut-être pas à chaque ravito, mais si on le fait par exemple 2-3 fois sur la course, ça peut être intelligent. Tu confirmes. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Par exemple, moi, je m'étais noté bain de bouche. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pendant une course ou le brossage, c'est le point à faire? Le brossage, c'est vraiment beaucoup mieux. Parce que les bains de bouche, il y a quand même un risque que justement, vous veniez avec ce bain de bouche. Bon, déjà, j'ai entendu parler des bains de bouche sucrés, mais là, vraiment, pour moi, c'est trop psychologiquement. Je ne peux pas accepter ça. Le bain de bouche sucré, pour moi, c'est vraiment l'horreur. C'est l'attaque de trop. Alors, Non. je crois que quand même, ça, c'est que dans un cadre particulier. C'est ce qu'ils appellent le mouse rinsing. Et c'est pour des effets cognitifs, sur des efforts très courts, genre de 30 minutes. Je crois que c'est quand même assez rarement utilisé. Je ne Ouais, veux pas dire de non, bêtises. mais quand on m'a sorti ça, bah, de toute façon, j'ai même pas cherché à connaître le contexte. Il y a mon âme de dentiste qui a fait un coma. Mais non, le bain de bouche, il y a quand même toujours, en fait, le bain de bouche, il y a quand même sa composition, elle va perturber justement ta flore bactérienne. Et donc, est-ce que c'est une période alors là que ta salive elle est insuffisante et elle est pas de bonne qualité et que bam, on va te mettre un petit choc sur cet équilibre-là. Moi, je suis vraiment plus pour le brossage de dents. Après, il y a 2 points qu'on n'a pas évoqués. C'est bien sûr les maladies bucco-dentaires. C'est pour la plupart des maladies de long terme. C'est des maladies chroniques en réalité qui vont se développer très lentement au fur et à mesure. Au fur et à mesure des habitudes et de ce qui se passe dans votre vie. Donc, un des points hyper importants, c'est d'aller régulièrement chez le dentiste. Et quand on a des expositions qui sont plus importantes que le reste de la population, normalement, une visite chez le dentiste, c'est censé se faire tous les ans. Quand on a pas mal de red flags, c'est intéressant d'y aller tous les 6 mois. Et puis, il y a cette possibilité si on voit que le risque est vraiment accru, de se protéger avec du fluor. Le fluor, c'est un élément qui va s'associer à l'émail pour le renforcer. Et le dentiste, il peut prescrire des apports spécifiques de fluor, soit lui-même vous faire une petite séance de fluoration, soit vous prescrire un dentifrice particulier qui permettra un fort apport au fluor pendant une petite durée. Une question que je me posais par rapport à ce que tu viens de dire, on a parlé du bain de bouche qui était du coup pas utile pendant la course. En tout cas, tu l'as clairement dit. Est-ce que, imaginons, je prends un gel sucré là, je le mange, enfin pas là de suite, pendant que je cours. Est-ce que boire de l'eau et déjà essayer de bouger un peu l'eau dans ma bouche, ça va aussi aider ça? Est-ce que ça peut être déjà un premier réflexe? Ça, c'est bien. Le premier réflexe, c'est un rinçage. Si ça s'accompagne de mouvements des joues, de la langue et des lèvres, c'est top.
parce que ça va participer au mouvement d'auto-nettoyage. Et donc, boire après chaque apport sucré, c'est vraiment important. Ok, et on peut en plus brasser un peu l'eau dans la bouche comme ça pour essayer de faire un premier nettoyage avant de passer au ravitaillement ou quoi, par exemple. Ok. Ensuite, tu as dit se brosser les dents quand on rentre. Typiquement, on a fait une sortie qui a duré 3, 4, 5, 6 heures, on a mangé plein de sucre. On rentre, on prend sa douche, comme tu as dit, là, on se brosse les dents, c'est avec une brosse à dents souple. Ça, c'est le deuxième conseil que tu as donné, si je dis pas de bêtises. 2 minutes, c'est ça? Oui, maintenant, c'est 2 minutes les recommandations. Ok, ça marche. Une autre question que je me suis posée par rapport à ce qu'on vient de dire là sur le juste après. En fait, tu as dit que on était en hyposalivation pendant l'effort, l'émail était attaqué, on avait une acidification, etc. Ce qui fait, et ça, c'est encore plus exacerbé sur un ultra, où typiquement on peut passer 20, 30, pour certains 40 heures dans cette situation-là. Est-ce que le brossage juste à l'arrivée, il n'est pas un peu à risque parce qu'on vient mettre une contrainte mécanique sur un environnement un petit peu fragilisé? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il n'y a En pas fait, un il petit faut que délai notre à corps, il attendre? se mette en il faut attendre que le corps se remette en «position normale» entre guillemets. Après, c'est un peu perturbant parce que c'est comme pour le brossage, du matin, en fait. Ouais, ce qu'on dit, c'est qu'il faut attendre un quart d'heure après la prise alimentaire pour se brosser les dents. Alors il y a des grands débats, jusque dans nos foyers pour savoir s'il vaut mieux pas se brosser les dents, que de le faire, avant ces 15 minutes. Moi, je pense qu'il vaut mieux se brosser les dents. Mais en réalité, il faut que notre corps, il se remette en mode normal. Tant qu'il est encore en mode survie, en plus, c'est pas très agréable franchement de se brosser les dents, encore à ce moment-là. Tu tout dans ta bouche qui nos organes, ils sont pas prêts à faire, des chocs comme ça. Nos organes, ils sont, là, là, en l'occurrence, vraiment, en plus, hein, pour l'ultra frais. Mon corps, il était en mode survie, mes glandes salivaires, elles étaient en mode survie. Là, bon, elles vont se détendre, elles vont revenir à l'état normal. Et puis, quand vous-même, en fait, vous arrivez à re-respirer normalement, à avoir aussi, pris en général, à la fin d'une course, on se gave de bouffe, hein. Oui, non, mais donc voilà, et quand vous avez fini votre prise alimentaire, quand vous avez, fini, de ce débrief de «Waouh, c'est bien de finir», voilà, quand vous êtes remis de ça, bon, de toute façon, il y a mécaniquement plusieurs minutes qui se sont écoulées, hein, et puis là, vous avez l'esprit clair pour pouvoir aller, vous laver, vous brosser les dents, vous changer. Ok, en tout cas, il n'y a pas forcément besoin. J'avais peur de ce commentaire ou de cette interprétation de ce qu'on venait de dire possible dans l'épisode. Il n'y a pas forcément besoin de se jeter sur sa brosse à dents dès qu'on a passé la ligne d'arrivée. On laisse passer un petit peu de temps, quoi. Mais de façon globale, le corps en a besoin. Enfin, il faut écouter son corps, hein. Le corps, il a besoin de se dire: «Ouais, 2 minutes gars, là tu viens de courir pendant 2 jours, donc tu peux bien prendre 2 minutes pour te poser». J'ai encore deux, trois questions avant qu'on clôture en tout cas cet échange. Il y a déjà, je trouve, beaucoup de choses passionnantes qui ont été abordées. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte précoce que les auditeurs et auditrices devraient garder en tête là, comme de la sensibilité, des saignements, des douleurs qui devraient les alerter en mode là, je dois faire plus attention que ce que je fais en termes de signaux cliniques, on va dire? Alors, en termes de signes cliniques, c'est pas spécifique, aux coureurs, mais quand on a des saignements qui commencent, à apparaître lors du brossage, lors de prises alimentaires. C'est vraiment un moment où il va falloir, songer à consulter, mais aussi faire très attention à son brossage, faire en sorte que le brossage persiste. Si vous avez des saignements, c'est important de continuer le brossage avec une brosse à dents souple parce que c'est une inflammation, et que ça veut dire que la gencive n'est pas contente. Si la gencive n'est pas contente, en général, c'est parce qu'il y a un corps étranger, et notamment du dépôt de plaques alimentaires. Et donc, il va falloir d'autant plus faire le brossage. Mais il ne faut pas rester dans une situation où la gencive est mécontente. Donc, normalement, si vous brossez bien, ça rentre les choses rentrent dans leur cours normal.
Si au bout de 3 jours, vous continuez à saigner, il va falloir commencer à penser à consulter un dentiste. Pas forcément dans la journée, mais en tout cas se prévoir un temps. Se prévoir un temps dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a bien sûr quand vous augmentez vos sensibilités au froid et au sucre. Donc ça, c'est des signaux d'alerte. Les sensibilités au froid et au sucre, c'est des signaux d'alerte qui nécessitent en effet de consulter. Après, il y a d'autres questions pour les sportifs. Il y a les questions du bruxisme, c'est-à-dire du grincement de dents, qui sont liées à des réactions musculaires, là, par contre, puisqu'on a tout l'équilibre de la colonne vertébrale qui va beaucoup impacter les muscles des mâchoires. Donc, il arrive que les sportifs soient impactés. Et donc, ça, il faut en parler avec son dentiste aussi, hein, parce que si on se met à grincer beaucoup les dents, ça va abîmer la partie des dents qui ressemble à des petites montagnes. Donc, et ça va diminuer vos capacités masticatoires. Donc, si on commence à avoir des douleurs dans les mâchoires, des douleurs dans le cou et des grincements de dents, il faut en parler aussi avec son chirurgien dentiste. Et puis donc c'est des 3 problèmes un peu spécifiques, un peu typiques: les saignements des gencives, la sensibilité au chaud et au froid et au sucre, et les grincements de dents. Les questions de bruxisme, ça a une grosse importance, et aussi sur vos performances, parce que dès que quand on a un déséquilibre dans la façon dont on ferme la bouche, quand on a des difficultés avec les muscles masticateurs qui sont très sollicités, ça va vous faire des maux de dos et ça va impacter vos performances. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention aussi. Ok, alors je me suis noté une question supplémentaire que je voulais te poser pendant ta réponse, je voulais pas oublier. Est-ce qu'il est possible, je l'avais pas prévu, je suis désolé, est-ce qu'il est possible de trop se brosser les dents? Les recommandations, c'est quoi de mémoire, 2 ou 3 fois par jour, 2 minutes? Est-ce que... En fait, c'est recommandé après chaque prise en fait, voilà. Nous, les recommandations nationales, les guidelines pour tout le monde, c'est après 2 fois par jour, après le repas du matin, après le repas du soir. C'est important particulièrement parce que après le repas du matin, parce que sinon ta nourriture elle stagne toute la journée, mais aussi après le repas du soir, parce que justement quand on est en veille, quand on est en sommeil, on a cette salivation qui diminue également comme quand on court. Ça, c'est grand public. N'empêche que si vous prenez une prise alimentaire, ça c'est remettre à chaque fois qu'il y a une prise alimentaire, c'est qu'on remet un sou dans la machine. C'est un déséquilibre bactérien, c'est une acidification du milieu, etc. Donc, l'idée, normalement, c'est sans bactéries, pas de caries. Tu prends ta prise alimentaire. Derrière, le plus malin, si c'est possible pour toi, c'est de brosser les dents. Donc, il n'y a pas de brossage des dents qui sont excessifs. C'est pas iatrogène, c'est pas mauvais pour la santé de se brosser les dents. À part si tu es sur une brosse à dents dure et que tu frottes trop fort. Et il y a beaucoup de gens qui font des brossages de dents par va-et-vient, devant-derrière. Et ce qui fait que tu frottes pile à la jonction entre ta gencive et ta dent, et que c'est un endroit qui est particulièrement fragile. Alors, si tu vas avec une brosse à dents dure, tu risques presque de faire un effet qui ressemble à une lime à cet endroit-là. Et ça, si vous voyez un déchaussement des dents à la jonction entre la dent et la gencive, que vous avez une brosse à dents dure et que vous adorez faire des va-et-vient, ce qui n'est pas recommandé, c'est les méthodes de brossage, vous pouvez renseigner sur Internet, parce que là, par oral, c'est pas évident à expliquer. Mais bon, si vous faites des va-et-vient avec une brosse à dents dure, c'est dangereux. Faut pas faire ça. Il y a quand même pas mal d'exemples, très régulièrement, qu'on voit des patients qui s'abîment les dents comme ça. Je te propose deux petites questions pour conclure. C'est les questions de la rubrique Merel. Merel, c'est un partenaire du podcast Courir mieux pour cette saison.
On aime bien aller encore plus loin en montagne, eux et moi, et du coup, on va encore plus loin dans les épisodes scientifiques avec eux. J'en ai choisi 2 de la communauté, donc les abonnés peuvent poser leurs questions et j'en sélectionne, ça se passe sur Instagram. La première question que j'ai sélectionnée, c'est qu'il y a des gels, sans citer la marque, qui encapsulent les glucides avec un mélange qui a pour but de les encapsuler. Je me souviens plus comment s'appelle la technologie. Est-ce que ça aurait une utilité particulière pour les dents parce que justement les glucides sont un peu cachés dans un encapsulage qui est à base d'algues, de choses comme ça, ou pas spécialement, ou alors peut-être qu'on n'en sait rien? J'en sais rien. Moi, je trouve que c'est assez intéressant de voir jusqu'où peut mener la créativité, mais pourquoi pas? Après, pourquoi pas? Mais je vois pas exactement comment ça fonctionne, quoi. Ouais, pas de souci. Et l'autre question, alors je voulais vérifier, mais je crois qu'il y en a quand même quelques-unes de marques qui proposent ça. De mémoire, c'est un peu pareil, il y a des marques qui proposent des gels au pH neutre. Ça fait partie des choses qui sont marquées sur les gels sucrés pH neutre. Donc je sais pas comment ils font, mais ils doivent ajouter peut-être des additifs qui ont pour but de rendre moins acide le gel. Est-ce que ça a une utilité particulière pour toi ou... Bah, pour moi, je les connais pas, hein. C'est des choses que je connais pas et donc c'est des a priori, mais le fait est que quelle que soit la chose que tu vas mettre dans ta bouche, en fait, son pH, il va changer quand il va rentrer dans ta bouche. Parce qu'il va être en contact avec la salive et parce qu'il va être détruit aussi par la mastication. Donc non, comme ça me paraît pas être révolutionnaire parce que quand il est dans son sachet, il est en pH neutre, c'est OK. Il y a beaucoup de choses qui sont en pH neutre quand il est dans son sachet. Après, quand ça rentre dans la bouche, ça va être une autre histoire parce qu'il y a beaucoup d'interactions qui vont décider après trois coups de dents, ce sera plus la même chose, quoi. Anne-Charlotte, je te remercie énormément pour toutes tes réponses et que c'était vraiment très instructif. Je vais te garder encore une petite dizaine de minutes pour la partie Patreon, mais pour la partie tout public, je te propose qu'on arrête ici. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté. Est-ce qu'on peut suivre ton actualité scientifique quelque part? ResearchGate, LinkedIn, quelque chose dans le genre? Ouais, j'essaye de poster sur le LinkedIn, mais et puis sur ResearchGate pour actualiser toutes ces questions-là, actualiser sur mes sujets de recherche. Mais c'est un travail en soi de communiquer. Ouais, ça c'est clair. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, je mettrai en description de l'épisode le lien vers ton LinkedIn. Merci encore pour tes réponses. Merci. Voilà, c'est tout pour ce 2e épisode sur la santé bucco-dentaire des trailers et des traileuses. Tout d'abord, je remercie For Endurance, partenaire de la saison 3 du podcast Courir Mieux. Si For Endurance est aux côtés du média, c'est parce que leurs gammes sont composées en accord avec les recommandations de la littérature scientifique. Et puisqu'on l'a dit, les gels ne sont finalement pas si graves, je vais vous inviter à découvrir mes préférés, les Energy Gel Endurance goût passion. Ils ont un ratio maltodextrine-fructose de 1,08 et 460 mg de sodium par gel. C'est ceux que j'utilise le plus souvent en course. Si vous souhaitez les essayer, vous pouvez utiliser le lien présent en description de cet épisode et le code Cyril10 pour bénéficier de moins 10% sur votre commande. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 3, Compressport, Merrell et Sunto. En description, vous trouverez des codes promo pour chacun d'entre eux. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour par exemple avoir accès à mon échange exclusif avec Anne-Charlotte où on parle entre autres des meilleurs produits à utiliser dans notre quotidien pour protéger nos dents ou encore des effets de l'altitude sur ces dernières. Tous les contenus exclusifs sont disponibles avec un abonnement à 7 € par mois et 6 € par mois avec un abonnement annuel. Si ça vous intéresse, le lien est en description. J'en profite pour vous dire merci beaucoup à toutes celles et ceux qui rejoignent le Patreon. C'est un soutien inestimable pour le média, ça m'aide considérablement à vous proposer tous ces contenus, donc un immense merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode au format rencontre dans lequel j'aurai le plaisir de vous présenter mon échange avec Hilary Gérardi, une athlète que je trouve remarquable. Pour les plus férus de science, vendredi, Margot vous propose le 2e épisode de sa série consacrée aux athlètes féminines. Elle et son invitée vous parleront de 2 choses, l'utilisation des graisses et des glucides au sens large pendant l'effort, et les différences hommes-femmes sur ces aspects-là. J'ai déjà écouté l'épisode et croyez-moi, il est en fait extrêmement utile pour tous les athlètes, quel que soit leur sexe. Donc je vous invite vivement à l'écouter dès ce vendredi.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas que selon Edward Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.